à Madame Marie-Joëlle Louison La Sablière, qui est professeure de l'histoire de la danse au Conservatoire de Saint-Étienne. Merci. Brantôme aimait-il danser? Eh bien, on n'en sait rien. Je commencerai par là. Il est très discret sur la question. Il aimait certainement regarder les autres danser, particulièrement les femmes, qu'elles fussent d'ailleurs illustres ou galantes. Sous sa plume, le mot « danse » est employé dans une richesse sémantique très vaste, puisqu'il désigne tour à tour un bal de cour, un ballet, et même dans une acception un peu métaphorique, l'acte sexuel. Son point de vue sur la danse est très ambivalent. Tantôt, il le décrit sous l'aspect ludique, avec une dimension hédoniste qui révèle les qualités physiques du danseur et a fortiori de la danseuse et de ses personnalités. Tantôt, il montre la danse sous un angle plus juridique, c'est-à-dire avec la codification sociale dans laquelle elle évolue, en particulier à la suite de la publication de l'ordonnance de 1561 par laquelle Charles IX réglemente par la conduite des veuves qui ne sont plus autorisées à accepter de danser pendant la période de deuil. Et puis, il y a une codification technique dont l'auteur va tenir compte également. Dans la manière dont il parle des danses, il évoque le rôle de ceux qui les enseignent. Par exemple, lorsqu'il évoque cette espèce de profession, j'allais dire un peu marginale, qu'on appelle les appreneurs de danse, à défaut d'être maîtres à danser. Je cite: « J'ai connu 2 sœurs d'une fort bonne maison et filles, desquelles on parlait étrangement, et d'un grand laquais basque qui était à leur père, lequel, sous l'ombre qu'il dansait très bien, non seulement le branle de son pays, mais tous autres, les menait danser ordinairement, et même les y apprenait. » Naturellement, ce n'est pas un grand laquais basque que Catherine de Médicis va choisir pour enseigner à ses enfants l'art de la danse, c'est Archange Tuccaro, qui est un maître à danser d'origine italienne et qui va faire à Charles IX et à sa sœur un certain nombre de cours pour apprendre justement à danser, puisque à la cour des Valois, on cultive l'art du paraître et que tout individu qui ne sait pas danser y perd sa place. Je vais donc aborder ce problème de la danse sous 2 angles. Je commencerai par vous parler des bals et puis ensuite des ballets de cour. Ça permettra d'introduire le spectacle qui va suivre ma communication par la troupe de Christine Grimaldi. Donc les bals. La plupart des bals qui sont décrits par Brantôme sont généralement des bals royaux. Ils répondent à un protocole dont il se fait l'écho. Comme dit le vieil adage d'origine médiévale, après la panse vient la danse. Et l'auteur souligne cette habitude que l'on a de danser après un repas. Il évoque d'ailleurs le fait que l'on danse dans la salle de bal. En réalité, il n'y a pas de salle de bal. C'est une grande salle qui n'est pas spécialement dévolue à cet usage, où généralement on avait dressé les tables pour le festin, que l'on écarte ensuite pour laisser la place aux danseurs d'évoluer de manière assez aisée. C'est le roi qui mène le branle, c'est-à-dire, puisque tout bal commence par un branle, c'est donc le roi qui va initier les premiers pas d'une danse qui est en quelque sorte, si je puis me permettre l'expression, une mise en bouche pour les activités qui vont suivre. Après avoir ouvert le bal, il désigne les partenaires qui vont danser ensemble sous ses yeux. Par exemple, à l'occasion du sacre de Henri III, la reine Catherine de Médicis nomme ainsi les danseurs. Je cite Brantôme, « Elle commanda et pria monsieur de Vaudémont de prendre pour honorer la fête madame la princesse de Condé, la douairière, pour danser. Ce qu'il fit pour lui obéir, et la mena le grand bal. Ceux qui étaient au sacre comme moi l'ont vu, et s'en pourront bien souvenir. » Le bal est parfois aussi le moyen de tester un petit peu les courtisans. Par exemple, Henri III, à un moment, se demande si une des jeunes femmes de la cour, en l'occurrence Françoise de Rohan, est enceinte ou non. Donc il va décider de l'inviter à danser pour vérifier l'état de sa grossesse. Supposé, n'est-ce pas? Je cite, « Toutefois, sans faire plus grand bruit ni scandale, le soir du bal, l'a voulu mener danser le branle de la torche. Et puis la fit mener danser à un autre, la gaillarde, et les autres branles, là où montra sa disposition et dextérité mieux que jamais, avec sa taille qui était très belle et qu'elle accommodait si bien ce jour-là qu'il n'y avait aucune apparence de grossesse.
de sorte que le roi, qui avait jeté ses yeux toujours fort fixement sur elle, ne s'aperçut pas non plus qu'elle ne était grosse. Donc, voilà, fin du bal, on ne sait toujours pas, n'est-ce pas, s'il y a un enfant possible. L'ordre des danses est très codifié. L'ouverture donc se fait par un branle, en général le branle du chandelier. Alors je vais revenir sur ce branle du chandelier dans un instant. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que le branle du chandelier est en quelque sorte une manière de lancer l'atmosphère, de donner une sorte d'ambiance au bal. Après quoi, on a des pavanes, c'est-à-dire une espèce de cérémonie faite en cortège pour que les principaux nobles se fassent admirer du reste de la cour. Après quoi vient le programme à proprement parler du bal, qui est une alternance de danses un peu sautillantes avec des danses plus reposantes comme le branle. Alors quelles sont les danses dont parle Brantôme? Eh bien d'abord du branle. Le branle normalement est un terme de vocabulaire chorégraphique qui indique un passage de changement d'appui d'un côté du corps sur l'autre. En fait, c'est ce pas-là qui a donné son nom à la danse du même nom. Cette danse remonte au Moyen-Âge et les branles ont été répandues dans toute l'Europe, au point que chaque province française, parfois même chaque famille aisée, avait son branle. D'où branle de Poitou, branle de Bourgogne, auquel il faut ajouter les branles qui étaient typiques d'un certain nombre de confréries ou bien de catégories socio-professionnelles et qui en étaient en quelque sorte la caricature. Par exemple, le branle des lavandières imite le battement des claquoirs sur le linge avec un frappement de main. On danse comme ça, voilà. Autrement dit, ça représente un peu la lavandière sur sa planche en train de nettoyer son linge. Alors le branle de la torche est le seul qui a retenu l'attention de Brantôme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il est en quelque sorte l'équivalent au XVIe siècle de ce que nous appelons nous aujourd'hui la danse du tapis. C'est-à-dire que c'est une possibilité inespérée de pouvoir changer de partenaire et même de choisir la partenaire que l'on préfère. Alors quand on connaît Brantôme, maintenant je pense qu'au bout de 2 jours, vous avez saisi à qui vous aviez affaire, eh bien Brantôme trouve que c'est absolument extraordinaire. Alors ce branle, il l'appelle tantôt branle de la torche, tantôt branle du chandelier, tantôt branle du flambeau. D'où l'expression « passer le flambeau à quelqu'un » puisqu'en fait il s'agit de transmettre le flambeau à quelqu'un qui va aller inviter quelqu'un d'autre et ainsi de suite jusqu'à la fin de cette danse. Ce branle donc va permettre aussi certaines initiatives et quelques métaphores dont l'auteur se sert pour faire une analogie entre le flambeau que l'on transmet et le miroitement des yeux ou la flamme d'amour que l'on peut y déceler. Si bien que, influencé peut-être par la mode du courant pétrarchiste, Brantôme va trouver que les personnes qui dansent le mieux le branle du flambeau sont celles évidemment qui allument, passez-moi l'expression, elle est un peu vulgaire, mais les partenaires auxquels elles ont affaire. Il évoque par exemple Marguerite de Valois en ces termes. « Cette reine n'a point besoin, comme les autres dames du flambeau qu'elle tenait à la main, car celui qui sortait de ses beaux yeux, qui ne mourait point comme l'autre, pouvait suffire, ayant autre vertu que de mener danser les hommes, puisqu'il pouvait embrasser tous ceux de la salle. » C'est un éloge très discret évidemment qu'il fait et qu'il place un peu au discours indirect dans la bouche d'autrui, mais lorsqu'il va reprendre à son compte ce thème du flambeau, il va en faire plus ou moins la synecdoque de Marguerite de Valois, dont le départ en Auvergne assombrit la cour de France. La fortune nous a été à tous nous autres aussi bien ennemie qu'à elle, que nous ne voyons plus ce beau flambeau, voir ce beau soleil éclairé sur nous autres, et qu'il s'en soit allé caché en ces sommets et montagnes de l'Auvergne. La reine Marguerite n'est donc pas la seule à inspirer Brantôme par sa façon de danser le branle de la torche ou du flambeau. Il fait à peu près les mêmes qualificatifs quand il s'agit des évolutions chorégraphiques d'Isabelle de Limeuil, à laquelle il dédie ce sonnet. C'est le sonnet 56. Voyant au bal, où l'on se prend et laisse d'un grave pas l'un l'autre conduisant, en votre main ce flambeau reluisant, vous me semblez l'amoureuse déesse. Et il poursuit ce texte en une espèce de blason féminin du regard qui s'achève par une pointe galante. Non un flambeau, mais 2 soleils ressemblent, et n'en faudrait point d'autre, me semble, pour se conduire ne fût-ce en plein minuit.
Donc elle se prénomme Marguerite ou Isabelle. Toute femme qui danse le branle du flambeau ou de la torche, c'est celle qui allume le cœur de l'homme et qui lui fait espérer d'être son partenaire au moins dans la danse, j'allais dire et plus si affinité. Brantôme fait donc allusion à certaines danses sans les décrire. Alors je passerai vite parce que vous les verrez tout à l'heure. Il évoque la gaillarde, il évoque également la pavane, la sarabande, le passé mezzo. Toutes ces danses ont surtout pour but, non pas d'être évoquées sur le plan chorégraphique, mais de montrer que cet éclectisme chorégraphique est une manière presque européenne de se mouvoir à la cour, c'est-à-dire que, comme vous le voyez simplement par les termes comme pazze mezzo, elles sont plus ou moins d'origine étrangère, adaptées à la cour de France, et elles circulent parmi les grands d'Europe, qui ne sont pas dépaysés lorsqu'ils changent de cour, puisqu'ils y retrouvent les mêmes caractéristiques chorégraphiques. Une des danses retient particulièrement l'attention de Brantôme, c'est la volte. La volte est une danse où le sentimental le cède à l'érotisme. Brantôme adore cette danse parce que, comme il y a un saut assez important, elle dévoile la jambe de la danseuse. Alors, c'est une danse de couple qui se caractérise par un mouvement tournoyant où le partenaire soutient la jeune femme en la soulevant et en plaçant sa main au niveau du vertugadin, c'est-à-dire presque à la jonction entre le corselet et la jupe, pour la faire sauter. La main, évidemment, est bien placée, comme vous imaginez, et plus le saut est haut, plus on applaudit à de telles prouesses. Évidemment, pour le couple, c'est valorisant, mais pour ceux qui regardent, c'est autrement intéressant, parce que dans un envol de jupe, on aperçoit des horizons absolument insoupçonnés. Donc, c'est précisément cela que Brantôme guette. Je ne le crois pas, enfin je n'ai pas trouvé de passage dans lequel il se soit vanté d'avoir dansé la volte avec qui que ce soit, mais par contre, il a été, au risque de choquer ma collègue, un peu voyeur en la question, c'est-à-dire que la volte, il la regarde danser. Et de ce fait, il va en justifier étrangement l'étymologie par une espèce de paronomase qu'il rapproche du verbe volter. Je cite, « Néanmoins, nos yeux s'y baissaient un peu et même quand on dansait la volte, qui en faisant volter la robe, montrait toujours quelque chose d'agréable à la vue, dont j'en ai vu plusieurs s'y perdre et s'en ravir entre eux-mêmes. » Pas de jugement moral, alors qu'en fait, à l'époque, il y a ce qu'on appelle la querelle sur la danse, qui a débuté vers 1551, et la danse était dans le collimateur des moralistes comme étant une danse diabolique, c'est-à-dire que non seulement elle avait un côté passablement érotique, mais par le tournoiement dont elle faisait l'objet, elle entraînait les partenaires à un certain vertige. Et le vertige à l'époque n'est pas considéré comme un dérèglement de l'oreille interne, mais comme une sorte de prédation du diable qui s'empare de l'esprit de l'individu qui, ne pouvant plus le contrôler, finit par tomber carrément en enfer, ou tout au moins en avoir les prémices. Alors, la dernière de ces danses de bal que je vais évoquer, c'est, alors là je vous ai gardé le morceau de choix pour la fin, la jarretière périgourdine. Il n'y a que chez Brantôme que j'ai trouvé cette jarretière périgourdine et elle est savoureuse, donc je vous lis le passage en entier. Qui m'a fait souvenir d'une danse que j'ai vue dans mon jeune temps danser les filles de mon pays qu'on appelait la jarretière, lesquelles prenant et s'entredonnant la jarretière par la main, les passaient et repassaient par-dessus leur tête, puis les mêlaient et entrelaçaient entre leurs jambes, en sautant dispotement par-dessus, et puis s'en développaient et s'en désengageaient si gentiment par de petits sauts, toujours s'entresuivant les unes après les autres, sans jamais perdre la cadence de la chanson ou de l'instrument qui les guidait, si que la chose était très plaisante à voir, car les sauts, les entrelacements, les dégagements, le port de la jarretière et la grâce des filles portaient je ne sais quelle lascivité mignarde que je m'étonne que cette danse n'y fût pratiquée en notre cour de notre temps. Bon, c'est sûr qu'à la cour de France, la jarretière périgourdine n'était peut-être pas le grand tube de l'époque. Bon, il n'empêche que ce que je viens de vous lire rappelle quelques remarques. L'auteur tente de suppléer l'indigence du vocabulaire chorégraphique de l'époque par l'usage récurrent des préfixes entre et des pour évoquer une figure qui alternativement se construit et se défait, sans que l'on puisse d'ailleurs deviner exactement le tracé que suivent les danseurs.
Par ailleurs, la qualité esthétique de la danse est exprimée par des termes affectifs qui reflètent le jugement de l'amateur et non pas celui du connaisseur, encore moins du professionnel. Gentiment, plaisante, mignarde, tout cela est quelque chose d'un point de vue très particulier. Enfin, l'auteur ne met pas de frontière entre la danse sociale, de frontières sociales entre les danses de cour et les danses populaires ou régionales. Il voit avant tout dans la danse une glorification du corps de la femme, bien entendu, quelle que soit son origine. La femme tire de l'interprétation de la danse ses véritables lettres de noblesse. Je cite, « On peut y voir aisément la belle jambe, et qui a la chausse la mieux tirée, et qui a la plus belle disposition. » À la limite, il fait une espèce de sélection aristocratique de la beauté féminine qui reposerait donc sur des critères dont finalement on a le secret jusqu'au moment où la robe se soulève, et qu'il élude, lui, par un non-dit. Cette danse se peut mieux représenter par la vue que par l'écriture. Voilà, on n'en saura pas plus. Mais moi, je vais quand même vous en dire plus. Alors, qu'est-ce qu'une bonne danseuse pour Brantôme ? Eh bien, c'est dans le discours sur la reine de France et de Navarre, Marguerite, qu'il va détailler les qualités absolument indispensables à une belle prestation chorégraphique. Marguerite de Valois, en partenariat avec Charles IX, son frère, constitue aux yeux de Brantôme le couple danseur idéal. Il trouve 4 critères pour définir ce qu'est cet idéal chorégraphique. D'abord, le synchronisme, parce que le frère et la sœur s'entendent absolument à merveille et donnent l'impression, en quelque sorte, d'avoir longtemps répété, et pour cause, sous les conseils d'Archange Tucaro dont je vous ai fait état au départ. Deuxième critère, la majesté et la grâce. C'est-à-dire qu'en fait, il évoque une espèce de qualité aristocratique innée qui se déploie particulièrement dans ce type d'exercice physique. Ensuite, la maîtrise des pas et des figures, c'est-à-dire ce qu'on appellera au siècle suivant l'aplomb, qui consiste par exemple, lorsque l'on a pirouetté, à tomber net, sans mouvement, disons, de récupération d'un équilibre plus ou moins mal géré. Et puis l'expressivité. Et là, il dira que justement, Marguerite de Valois est aussi bonne dans la danse de bal que dans l'exercice du ballet, parce qu'elle sait rendre la nature d'un personnage qu'elle incarne. Si bien qu'après tout cela, il établit presque un savoir-vivre chorégraphique du courtisan, en disant que finalement, la grâce et la majesté sont les caractéristiques qui portent au nu, en quelque sorte, les meilleures des danseuses qu'il ait pu voir. Avec une expression, vous allez voir, qui préfigure ce que notre monde actuel connaît encore. On n'eut rien vu de tout beau, tout éclatant, tout brave, tout superbe, que jamais la gloire de Niké n'en approcha, car on voyait tout cela reluire dans une salle de bal, au Palais du Louvre, comme étoile au ciel en temps serein. C'est absolument extraordinaire qu'au XVIe siècle, quelqu'un ait pensé à qualifier d'étoiles les meilleures danseuses, quand on sait qu'aujourd'hui, c'est un titre décerné aux étoiles donc de l'opéra. Alors évidemment, avant de passer au ballet, la danse est aussi chez lui un euphémisme érotique dans 3 expressions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui ont quand même leur mérite parce qu'elles suggèrent beaucoup plus qu'elles ne disent. S'agissant par exemple des femmes qui se sont légèrement fourvoyées dans leur conduite, elles ont fait le grand saut. Ce saut, évidemment, étant de sauter un peu par-dessus la morale, mais pas seulement. Il évoque aussi le branle des putes, pour un acte sexuel un petit peu léger, terme chorégraphique détourné de son sens, mais enfin qui veut bien dire ce qu'il signifie. Et il évoque alors de manière un peu plus lyrique la grande danse et la douce carole de la déesse d'amour, quand effectivement la danse peut être considérée un petit peu comme une parade amoureuse, au sens où certains oiseaux, par exemple, dansent dans le ciel une parade amoureuse quand ils veulent séduire. Toutes ces métaphores insistent sur le mouvement corporel de l'acte sexuel. La dernière renvoie, j'allais dire, à une espèce d'amour plus ou moins courtois, mais avec un peu d'ironie tout de même, semble-t-il. Alors je passe à ma deuxième partie, donc le ballet de cour. C'est sous l'influence des maîtres italiens que le ballet de cour va prendre une place prépondérante à la cour de France. On y distingue les bals des danses. Le bal reste le bal tel que je viens de vous l'exposer. La danse, le mot danse, renvoie à des compositions chorégraphiques qui sont donc ce que nous appelons, nous maintenant, des ballets.
À propos de chaque ballet, Brantôme ne manque pas évidemment de louer les mérites de Catherine de Médicis qui a introduit ce type d'événement, parce que c'est plus qu'un divertissement, ce type d'événement à la cour de France et qu'elle a importé évidemment de sa ville natale. Il évoque la reine Catherine en disant « Elle dépensait et donnait tout, ou faisait bâtir, ou dépensait en d'honorables magnificences. Elle prenait plaisir de donner toujours quelques récréations à son peuple ou à sa cour, comme festin, bal, danse, combat, etc. » Entre bal et danse, il n'y a pas pléonasme. Ce sont carrément deux choses différentes. Et le mot bal renvoie aux danses de société, alors que le terme danse désigne les chorégraphies conçues pour des spectacles. Catherine de Médicis va utiliser le ballet de cour et s'en servir de façon très médiatique pour donner une lecture officielle des événements présents ou attendus. Chaque fois qu'elle aura besoin d'attirer l'attention sur sa cour, elle va être à l'origine d'un ballet, même si évidemment elle n'en est pas celle qui le compose. À cette fin, elle va faire venir, dès 1557, un certain Baldassarino di Belgiojoso, que le maréchal du Brissac lui envoie du Piémont. Ce monsieur va franciser son nom plus tard en Balthazar de Beaujoyeux. Il sera accompagné d'un groupe de violons italiens et c'est lui qui va gérer les spectacles chorégraphiques et musicaux de la cour de Catherine. De 1560 jusqu'à sa mort, 1587, Beaujoyeux est donc l'organisateur de ces veillées et Brantôme fait de lui un portrait très élogieux, dont je vous passe les détails. En 1571, Catherine engage Tuccaro aussi comme maître à danser. Et alors Tuccaro et Beaujoyeux vont introduire dans le vocabulaire chorégraphique des mots italiens qu'ils vont franciser. Par exemple, de fioretto va venir le mot fleuret, qui est un enchaînement de quatre pas successifs que vous aurez éventuellement l'occasion de voir tout à l'heure. Leur collaboration va aboutir à l'avènement du ballet et effectivement, on va voir de très intéressants ballets qui vont ponctuer les négociations plus ou moins diplomatiques auxquelles Catherine de Médicis sera obligée de se vouer. Première chose, premier ballet, j'en verrai deux simplement, La défense du paradis ou le paradis d'amour. Ce ballet a été donné à l'occasion du mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre. Si Brantôme a assisté à la signature du contrat de mariage le 11 avril 1572, il est absent des noces et il ne voit pas donc ce ballet. Néanmoins, il fait allusion à une comédie qui inspira Beaujoyeux pour l'argument de ce ballet. Ce fut une fille en notre cour qui inventa et fit jouer cette belle comédie intitulée Le paradis d'amour dans la salle de Bourbon à huis clos. Il n'y en avait que les comédiens et comédiantes qui servaient de joueurs et de spectateurs tout ensemble. Cette jeune fille, c'est Marie de Clèves, princesse de Condé, qui avec Marguerite de Valois imagine ce divertissement. Beaujoyeux, par cette base en quelque sorte littéraire, va fonder donc tout un spectacle qui va être donné le 20 août 1572 et qui est un ballet qui tente à essayer de justifier le mariage de Marguerite catholique avec Henri protestant. C'est fondé sur un mythe, le mythe de Cupidon, etc., sur lequel je passerai les détails. Mais c'est une manière, en quelque sorte, de trouver une explication à une situation quasi impossible et qui aura un démenti sanglant 12 jours après, avec la nuit de la Saint-Barthélemy. Plus intéressant, me semble-t-il, est le ballet des Polonais. Le ballet des Polonais va être donné à l'occasion de la venue des ambassadeurs de la Diète de Pologne à Paris lorsqu'ils viennent annoncer à Henri qu'il a officiellement la couronne de Pologne. Et ils viennent recevoir aussi son serment de fidélité aux coutumes constitutionnelles de la Pologne. Alors ils arrivent le 19 mai, donc vous imaginez un peu les ambassadeurs qui ne parlent pas le français mais le polonais, dans une cour qui parle le français mais pas le polonais. Et que va-t-il se passer? Eh bien, on converse en latin. Et on va faire un ballet en latin. Ce ballet donc va être confié pour ce qui est du livret à Jean Dorat, qui va publier donc cette œuvre sous le nom de Magnificentissimi Spectaculi, autrement dit les très magnifiques spectacles. Autrement dit, le très somptueux spectacle en général. Alors, il s'agit en fait d'un dialogue allégorique qui comporte plusieurs parties, notamment une élégie, la description d'un décor, une très longue didascalie, et puis un texte donc en distiches élégiaques.
Cette chorégraphie donc a été donnée à Beaujoyeux sur une musique de Roland de Lassus et ça a été interprété dans le cadre des Tuileries. Brantôme en décrit la mise en scène avec une précision absolument remarquable, puisqu'en fait c'est le premier témoignage connu de spectateurs ayant assisté à un spectacle chorégraphique. Donc je vous lis in extenso le passage. Après souper, dans une grande salle faite à poste et tout entourée d'une infinité de flambeaux, elle leur présenta le plus beau ballet qui ne fut jamais fait au monde, je puis parler ainsi, lequel fut composé de 16 dames et damoiselles des plus belles et des mieux apprises des siennes, l'escadron volant, qui comparurent dans un grand roc tout argenté où étaient assises dans des niches en forme de nuées de tous côtés. Ces 16 dames représentaient les 16 provinces de la France avec une musique la plus mélodieuse qu'on eût su voir. Après avoir fait dans ce roc le tour de la salle par parade comme dans un camp, et après s'être bien fait voir ainsi, elles vinrent toutes à descendre de ce roc, et s'étant mises en forme d'un petit bataillon bizarrement inventé, les violons montant jusqu'à une trentaine, sonnant quasi un air de guerre fort plaisant, elles vinrent marcher sous l'air de ces violons, et par une cadence sans en sortir jamais, s'approcher et s'arrêter devant leur majesté, et puis après danser leur ballet si bizarrement inventé, et par tours, contours et détours, d'entrelaceuses et mélanges, affrontements et arrêts, qu'aucune dame jamais ne faillit de se trouver à son point ni à son rang. Si bien que tout le monde s'ébahit, que parmi une telle confusion et un tel désordre, jamais ne faillirent leur ordre, quand ces dames avaient le jugement solide et la rétentive bonne, et s'étaient si bien apprises. Et durant ce ballet bizarre, pour le moins en 1 heure, etc. Bon. Alors, j'ai fait exprès d'insister sur 2 choses. D'abord, sur la récurrence de l'adjectif bizarre, qui va être plus ou moins l'introduction à ce qu'on pourra appeler le ballet baroque, c'est-à-dire un ballet qui ne suit pas vraiment des règles, dans lequel apparemment il n'y a pas un schéma extrêmement précis, mais qui est finalement l'art de mettre de l'ordre dans du désordre, ou de mettre du désordre dans de l'ordre. Effectivement, il faut savoir d'une part qu'on voyait le spectacle légèrement en plongée puisqu'il était joué sur une salle à peu près comme celle dans laquelle nous sommes, mais avec des balustrades et des balcons tout le tour, d'où les spectateurs le voyaient par-dessus. L'intérêt donc que présentait ce type de ballet, vu en plongée, était la figure, c'est-à-dire la stase, et non pas le flux, c'est-à-dire ce qui permettait aux danseurs de changer de position pour aller faire la figure suivante. Si bien qu'en fait, les tours, détours et contours étaient un moyen d'aboutir à une sorte de dessin chorégraphique signifiant. Le dessin le plus connu que nous ayons, et celui dont il témoigne d'ailleurs dans un autre texte, c'est le dessin de vol de grue, c'est-à-dire en V, qui désigne ni plus ni moins le V de la famille Valois. C'est-à-dire qu'en réalité, on écrit avec de la chorégraphie et on trace sur le sol des espèces de mouvements de foule qui donnent en quelque sorte, un peu comme l'art de l'héraldique, à décrypter le dessin beaucoup plus que la chorégraphie. D'où l'absence de termes techniques de la chorégraphie au profit d'un certain nombre de termes, comme vous l'avez vu, qui sont des enlacures, qui sont des tours, etc. Autrement dit, une évolution qui finit par être une description d'arabesque au sens du motif pictural ou architectural. Donc ces circonvolutions du corps de ballet, Brantôme les décrit aussi, ça n'étonnera personne, avec le champ lexical de la guerre. Les camps, les parades et les bataillons de danseuses lui apparaissent en fait comme quelque chose qui s'apparente au carrousel ou au ballet équestre dont on est très friand à l'époque. Et enfin, dernière chose, ce côté capricieux qu'il évoque est une façon de montrer que pour l'instant tout au moins, le ballet ne comporte pas de règles. Il sera très réglementé au XVIIe siècle quand la chorégraphie sera frontale, c'est-à-dire comme ici face à un public. Il ne l'est pas encore à un moment où le public cerne l'ensemble des danseurs et les voit sous toutes les faces. À ce moment-là, c'est la figure qui compte, pas le danseur. Donc, j'en arrive à ma conclusion, au grand soulagement de notre médiatrice. Vous aurez compris, je pense, que ce type de ballet a un intérêt extraordinaire par rapport à la propagande politique qu'il peut véhiculer. On peut dessiner avec des danseurs des blasons, des initiales, des noms,
toutes sortes de choses, des chœurs, quand on a un aspect, disons, un peu affectif à faire passer, tout est possible. Il n'empêche que notre Brantôme n'est pas absolument sensible à ce type de dessin. Ce qui l'intéresse, c'est quand même de voir des jambes. Et alors, fasciné par celle des danseuses, il ne s'en cache pas et arrive parfois à des descriptions qui sont hardies. Je dis que nous avons vu en nos cours et représentés par nos reines et principalement par la reine-mère de fort gentils ballets. Mais d'ordinaire, entre nous autres courtisans, nous jetions nos yeux sur les pieds et jambes des dames qui les représentaient et prenions par-dessus tout un très grand plaisir voir porter leurs jambes si gentiment et démener et frétiller leurs pieds si affaitement que rien plus. Bon. Le deuxième plaisir, qui est d'ailleurs assez, qui découle du premier, est beaucoup plus subtil. Le bal, comme le ballet, divinise en quelque sorte les princesses et confère aux femmes qui organisent, aussi bien qu'à celles qui participent ou interprètent, une espèce d'aura qui les distingue à jamais du reste de l'humanité et légitime l'admiration que Brantôme leur voue, surtout quand d'autres partagent cette admiration. Aussi éprouve-t-il une véritable jubilation à rapporter les propos de Don Juan d'Autriche regardant danser Marguerite de Valois, devenue Marguerite de Navarre, puisqu'elle a épousé Henri de Navarre. Il la contempla fort, donc c'est Don Juan, l'admira, puis l'exalta par-dessus les beautés d'Espagne et d'Italie, deux régions pourtant qui en sont très fertiles. Et il dit ces mots en espagnol, alors pardonnez-moi si je n'ai pas tout à fait l'accent castillan. Unque tal hermosura de reina sea más divina que humana, es más para perder y damnar los hombres que salvarlos. Autrement dit, c'est plus pour perdre les hommes que pour les sauver qu'il y a de si jolies danseuses avec de si jolies jambes. Sans le savoir, Brantôme assiste à un processus de divinisation des grands par la danse qui va aller crescendo et qui atteindra son paroxysme lorsque Louis XIV entrera en scène avec le costume du roi Soleil. Je vous rappelle qu'on l'appelait roi Soleil parce qu'en 1653, il paraît dans un ballet. Il est très jeune à l'époque, il a 13 ans, et il est costumé en roi Soleil. Enfin, en Soleil, plus exactement, il est costumé en Apollon. Donc, ça va lui coller à la peau, il va exploiter évidemment le phénomène jusqu'au bout. Et par le truchement de la mythologie, donc le roi deviendra alors un astre, mais aussi un dieu, et alors à ce moment-là, et sous l'impulsion de ce roi danseur qui a à la fois fondé l'Académie royale de danse et le Conservatoire royal de danse, c'est-à-dire ce qui est actuellement l'école des petits rats de l'Opéra de Paris, eh bien le ballet diffusera les principes de l'absolutisme et les caractères esthétiques du classicisme. Je vous remercie. J'ai été particulièrement sensible à une communication qui nous présente un art qui disparaît beaucoup plus qu'il n'apparaît, à vrai dire. Évidemment, il s'agit d'un art de cour, mais je voudrais rappeler l'importance de la danse à cette époque dans les académies militaires. Les trois matières essentielles sont l'art équestre, il faut savoir monter à cheval, l'art de se battre, escrime, utilisation de l'épée, et l'art de la danse. Et c'est seulement au XVIIe qu'on ajoutera comme matière la philosophie. Un tout petit peu, mais pas beaucoup, et un peu de langue aussi, quelquefois. Enfin, je voulais souligner, c'est pourquoi on termine là-dessus, l'importance que pouvait avoir la danse dans la vie aristocratique. Voilà. Alors, les questions? Oui. Comme il a dit que le roi désigne les danseurs pour les premières danses du bal, ça m'a rappelé la fameuse scène de la danse et de la présentation de Madame de Clèves avec M. Dubourg. Oui, tout à fait. Précisément à cette cour de la loi. Et donc, ça me donne en quelque sorte raison à Madame de Lafayette. Et est-ce que cette coutume perdurait à l'époque de Louis XIV? Oui.
Voilà, alors effectivement, c'était institué donc à l'époque de Catherine de Médicis et c'était plutôt une façon, j'allais dire un peu conviviale, hein, de faire se rencontrer des gens qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion autrement. C'était une façon aussi de voir, enfin de lier alliance avec des mariages possibles. Voilà. En revanche, à l'époque de Louis XIV, ça va très très loin. C'est-à-dire qu'il s'agit de tester carrément les capacités de courtisans des uns et des autres. Au point que il y avait différents types de bals à l'époque de Louis XIV, et notamment le bal qu'on appelait le bal convié était un bal dans lequel les courtisans ne pouvaient pas s'abstenir, sauf à être malades ou avoir vraiment un problème personnel gravissime. Ils avaient l'obligation d'y aller. Et à ce moment-là, ils ne savaient pas avec qui ils danseraient. C'est-à-dire qu'il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et le roi se permettait de dire, eh bien, monsieur un tel, vous allez prendre pour cavalière mademoiselle une telle. Et il choisissait la danse. Vous allez danser un menuet, par exemple. Il faisait signe à l'orchestre, et il fallait y aller. Et alors, c'était tellement terrible, tellement angoissant, tellement, on dirait, stressant aujourd'hui, que les danseurs, que les courtisans prenaient des cours. Et il y avait donc, de la part de Louis XIV, une véritable volonté d'éduquer ces courtisans, au point que tous les vendredis, il donnait... vendredi ou mardi, j'ai un petit doute sur le jour de la semaine, je crois que c'est vendredi, il donnait ce qu'on appelait les bals d'appartement. Dans son appartement personnel, il faisait répéter ses courtisans. C'était lui qui leur disait, écoutez, voilà, le nouveau menuet que j'ai commandé à Lully va vous le jouer, il faut absolument que vous arriviez à le danser. Et là, à la limite, l'erreur était permise. Le roi essayait de les sensibiliser à quelque chose qui relevait du perfectionnement, mais on pouvait faire des erreurs. Quand il y avait un bal, l'erreur n'était pas permise. C'était en fait se couvrir de ridicule que de se tromper, par exemple, de rythme, ou bien de s'entraver pour le monsieur dans la jupe de la mademoiselle, ou bien, j'allais dire, de faire une erreur quelconque, parce que c'était un bal officiel avec des officiels, c'est-à-dire des VIP, si vous voulez, des ambassadeurs, toutes sortes de gens, et faire une erreur, c'était compromettre l'image même de la cour de France. Au point que justement les ambassadeurs, dans certains cas, disaient que à la cour de France, il y avait des danseurs exceptionnels, à commencer par le roi. Nulle cour au XVIIe siècle en Europe ne peut se vanter d'avoir une qualité chorégraphique comparable à ce qui se passe à Versailles. Mais au prix d'un travail qu'on ne peut pas imaginer. Les danseurs, enfin les courtisans répétaient à un point extraordinaire. Et alors, ça a été encore poussé à l'extrême quand il s'est agi non seulement de les faire danser dans un bal, mais dans des ballets. Alors là, il y avait une sélection drastique, c'est-à-dire que si dans un bal, ils se comportaient bien, on leur proposait un rôle dans un ballet. S'ils étaient médiocres, il n'y avait pas droit. Jusqu'au jour où le roi lui-même a cessé de danser et où progressivement, les courtisans ont été remplacés par des danseurs professionnels. Voilà. Mais la danse a été pour Louis XIV un critère de sélection. Vous allez commencer bientôt, tout de suite, hein, la danse, non? Le spectacle commence à 18h. Moi, il me faut à peu près 10 minutes pour en faire l'introduction. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai bien aimé le passage où vous disiez comment Brantôme avait de la difficulté à décrire les pas de danse. Mais je me demandais aussi, là on est dans la mesure où on traite de celui qui a écrit à la fois Les Dames galantes et, je pense ce titre-là on est d'accord, et la vie des grands capitaines. En fait, cette question de d'ailleurs que souligne aussi la remarque qui vient d'être faite, c'est le fait que les premières traces au sol, c'est pas en danse que ça apparaît, c'est bien en escrime. En escrime, oui. C'est bien en escrime. Donc les plans du carreau sont assez, les plans au sol de Toucaro sont assez sophistiqués. Oui, vous savez. On les retrouve chez Toucaro, mais Toucaro lui-même c'est aussi la voltige. Oui. Et donc un autre exercice militaire. Équestre, oui. Équestre, en l'occurrence. Mais je me demandais si on avait des remarques là-dessus, puisque apprendre à tirer des armes avec un Italien comme le grand Taps, dont on sait franchement rien, mais dans la mesure où on est dans un temps où les plans au sol en escrime sont vraiment très très communs,
peut-être le regard que porte Brantôme sur la danse et l'incapacité à dessiner vraiment des plans au sol et à dire les choses, c'est aussi montrer ce décalage-là. Oui, alors justement, je pense que ce qui gêne Brantôme, c'est qu'à l'époque, on ne sait pas vraiment noter la danse. Hein. On note la danse avec l'initiale des mots qui désignent les pas, et on fait une espèce, j'allais dire, de sténographie chorégraphique qui est un aide-mémoire, mais pour gens avertis. C'est-à-dire que quand on n'y connaît rien, ça ne vous dit strictement rien. Les premiers dessins qui représentent les figures sont tracés à l'occasion du ballet du duc de Vendôme en 1610, avec donc des espèces de dessins, oui, héraldiques plus ou moins, ayant systématiquement une signification. Le plus facile à expliquer, c'est celui qui représente le soleil avec ses rayons. Donc on est censé avoir en quelque sorte le cœur de danseuse avec des rayons sans doute faits par des danseurs et des danseuses. Et cette figure-là est signalée comme étant aimé de tous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme un soleil, mais comme la convergence d'une espèce d'enthousiasme des courtisans pour celui qui se trouve au centre, qui est donc évidemment le souverain. Et alors, voilà, exactement. Et ce sont des dessins donc qui, comme je disais, qui représentent une figure fixe, la stase. Mais on n'a pas le déroulé du cheminement que chaque danseur doit opérer pour parvenir à la place qui lui est dévolue dans la représentation figurée de ce symbole. Et il faut attendre le XVIIe siècle pour avoir, et même le début du XVIIIe, pour avoir vraiment un marquage qui sera représenté et donc publié par imprimerie, qui représentera vraiment le rôle du danseur et de la danseuse avec une calligraphie qu'on doit notamment à Raoul Auger-Feuillet en 1700. Ça sera de la chorégraphie au sens propre du terme, c'est-à-dire l'écriture de la danse avec des signes très stylisés mais suffisamment explicites pour qu'on voit le tracé, ce qu'on appelle le chemin, c'est-à-dire ce que doit faire un danseur pour parvenir à la place où il danse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Y a-t-il d'autres questions? Merci.